On a vu les 3 agences de notation américaines dans l'actualité. Et Jean-Michel Six qui est venu nous rejoindre. Depuis 6 ans, vous êtes chef économiste pour l'Europe de l'agence de notation Standard & Poor's, qui a dégradé ce week-end la Grèce et dont on annonçait ce matin qu'elle s'apprêtait à placer le triple A de la Belgique, excusez-moi. Et dont on annonçait qu'elle s'apprêtait à placer le triple A de la France sous surveillance. Alors, est-ce que vous le confirmez ? Je confirme la Belgique. Un journal en mal de tirage a dit aujourd'hui, sur des bases de sources qui ne citaient pas vraiment, qu'on était en train de surveiller la France. On surveille en permanence tous les émetteurs sur les marchés, c'est notre travail. La France en particulier, non. Sous perspective négative, a-t-on dit, ce qui annonçait la dégradation. Depuis 2007, l'une des choses terribles qui se passe, c'est qu'il y a sans arrêt des rumeurs qui sont lancées, et toujours qui s'appuient sur des sources de marché, ou là, dans le cas de ce journal aujourd'hui, c'était des sources diplomatiques. Alors, ça change un peu, mais enfin, c'est toujours le même principe. On ne dit pas qui. On dit, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que, sur cette base, je vais faire un article. Et puis, à partir de là, ça part. Après, les journaux se citent entre eux. Donc, vous avez le premier journal. Le deuxième cite même plus la source, il cite le premier journal. C'est lequel, le premier journal? La Tribune. La Tribune. Cela dit, voilà. Jean-Michel Six, c'était quand, le 10 novembre, que Standard & Poor's a annoncé, par erreur à ses abonnés, que la France venait d'être dégradée. Il vous arrive, ça a duré 1 heure. On a averti nous-mêmes, d'ailleurs, les autorités en question. Et depuis, on regarde, il y a une enquête. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tout confondre. Là, c'est une rumeur qui est répandue, et sur laquelle, je veux dire, comme toutes les rumeurs, on ne fait pas de commentaires particuliers, parce que sinon, on ne ferait plus que ça. Hein. Parce que des rumeurs comme ça, je peux vous dire qu'il y en a eu depuis 2007. Il y en a pratiquement tous les mois. Surtout la Tribune. Hein. La Tribune, ils sont quand même les grands spécialistes de la rumeur qui... Non, c'est pas eux les grands spécialistes. Oui, non, je sais. Mais c'est pas eux les grands spécialistes. La presse anglo-saxonne, en général, est beaucoup plus forte dans ce domaine. Beaucoup plus forte. Mais là, c'est justement un peu triste que ça vienne de la presse française. Alors, Pierre-Noël Giraud est venu nous rejoindre également, économiste, professeur à l'École des Mines et à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un petit traité de finance moderne intitulé « Le commerce des promesses ». On va en parler, du commerce des promesses, justement. Et enfin, Emmanuel Todd, votre dernier livre, c'est « L'origine des systèmes familiaux », mais vous êtes aussi l'auteur de « L'illusion économique » et « D'après la démocratie ». Et dans le numéro du Point qui paraît en fin de semaine, vous brisez un tabou en proposant carrément qu'on annule la dette des pays européens. Oui. Alors, c'est un faux tabou, hein, parce que je crois que l'activité des agences de notation, moi, me fait personnellement de plus en plus rigoler, parce que si on a un minimum de bon sens économique, on se rend compte que la dette ne sera jamais remboursée. C'est-à-dire qu'il y aura défaut sur la dette. La vraie question, c'est de savoir quand il y aura ce défaut, dans la mesure où les taux d'intérêt servis sont positifs et dans la mesure où les politiques d'austérité, de compression des dépenses budgétaires provoquent une récession, pour ainsi dire, programmée, je dirais, des économies européennes. Le problème de la dette, je veux dire, va sans cesse s'aggraver. Et la vérité, c'est que les agences de notation parlent avec un air important. Tout le monde fait semblant de les prendre très au sérieux. En vérité, ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est de l'agitation médiatique, ça permet des mouvements spéculatifs. Tout ce dont vous parliez tout de suite, là, ces rumeurs, ces fausses rumeurs, je veux dire, ces agences ne sont pas très utiles intellectuellement, mais sont au cœur de secteurs de corruption et de spéculation dont on n'a rien à foutre. Mais donc, je veux dire, comment dire, la dette sera annulée pour des raisons, je dirais, de nécessité intrinsèque. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus actuellement, c'est la façon dont on parle de la dette. C'est-à-dire l'espèce de moralité répressive, bêlante, tout entière tournée contre les emprunteurs. Vous voyez, il y a cette idée que... À savoir les États. Les États, les citoyens, les Français, les Grecs, tous coupables. Par les Allemands qui sont hyper sérieux, ils sont tout à fait endettés aussi, mais il y a une sorte de cette idée que le coupable pour la dette, c'est l'emprunteur. Mais en fait, c'est juste pas vrai. Je veux dire, c'est simplement, je veux dire, quand on étudie dans l'histoire ce qu'est la dette publique, je veux dire, les riches adorent la dette publique. Je veux dire, c'était déjà dans le 18 Brumaire de Marx, la dette publique est un truc formidable pour les riches. L'un des problèmes de l'économie internationale, je veux dire, ces dernières décennies, c'est que l'ouverture aux échanges, la liberté absolue des échanges, presque absolue ou exagérée des échanges internationaux,
a produit une sorte de une montée phénoménale des inégalités, un tassement des revenus chez les gens pauvres, d'où la nécessité d'endettement d'ailleurs qui est fabriquée par ce système, mais surtout a créé un terrible problème pour les riches, car les riches, on ne le dira jamais assez, les riches ont leurs problèmes, et leur problème c'est que faire de cet argent dont ils n'ont pas besoin. Donc vous êtes riche, vous avez de l'argent, et donc vous êtes pris entre deux frayeurs, la frayeur de le perdre et la frayeur de ne pas en gagner plus. C'est terrible. Vous voulez dire que c'est eux qui ont prêté aux États? Mais c'est-à-dire qu'en fait, les riches ont besoin de prêter. Les banques ont besoin de prêter. Les banques, c'est un faux nez pour les riches. Hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de machins dont on parle partout, les agences de notation, les États, Bruxelles, les banques. En fait, tout ça est contrôlé maintenant pour une sorte d'hyperclasse, d'oligarchie. C'est les riches. On est revenu sur ces voyages, on revient dans le passé. Je veux dire, il y a des riches qui ont trop d'argent, il y a un besoin de prêter, et il faut bien voir que le gonflement des dettes publiques est quelque chose qui a répondu à une attente. Alors, je n'oublie pas les petits épargnants. Je veux dire, il n'y a pas de problème, mais justement, je veux dire, dans le système actuel, les petits épargnants sont un peu les otages, ou comme les clients des banques. J'avais vu Lordon sur votre plateau faire une description tout à fait saisissante de la façon dont les banques tenaient les États en otage parce qu'elles gèrent les transactions des gens ordinaires. Mais c'est un problème tout à fait général. Et donc, la vérité... Mais regardez vos postes de télévision. Je veux dire, il y a des publicités qui incitent à emprunter. Les gens, les riches, les banques ont besoin de prêter, poussent à prêter. Voilà. Et donc, je veux dire, les États, en fait, se sont mis dans l'ambiance générale de délire ultralibéral, dans des situations budgétaires difficiles, en baissant les impôts des riches. Ça a été expliqué assez bien par François Chenet, autre économiste. Je veux dire, on baisse les impôts des riches, on leur recrée, je veux dire, un surcroît d'argent, on crée des problèmes financiers aux États et on met les riches en situation de prêter à ces États. Oui, c'est une sorte de mécanisme délirant. Donc, pour revenir et pour arrêter de parler tout seul, voilà, parce que ça commence à faire... Je pense que c'est ce qu'on appelle en télévision un tunnel. Un quart d'heure. Un tunnel. Je vais essayer de me taire ensuite complètement. J'ai délivré l'essentiel de mon, je dirais, de mon message. Il devrait se présenter à la présidentielle. Il devrait se présenter à la présidentielle. J'ai toujours formidable. pensé... On n'a plus de dette. C'est merveilleux. Que vous seriez un bon président. Mais non, mais je serais le président. Il n'y a aucun problème. Vous avez été l'inspirateur de plusieurs candidats, notamment de Chirac à un moment. C'était l'autre politique. Ne ravivez pas ma honte. C'était l'autre politique. Mais curieusement, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils n'arrivent pas à la faire. Oui, mais c'est ça qui est embêtant. Le problème n'est pas ça. C'était l'autre politique. Laissez-le terminer, Christine Claire, sinon on n'en finira jamais. Le problème n'est pas ma compétence Si. Qui, à mon avis, va être mise en cause immédiatement, d'ailleurs. Voilà, non, c'est actuellement... Je ne sais pas si pour les gens qui nous gouvernent, on doit parler d'incompétence ou de folie collective. Les deux. Oui, bon, on peut tomber d'accord là-dessus. Pourquoi n'avez-vous pas voulu y aller? Parce que, je veux dire, voir ces gouvernants... de les inspirer. Voir ces gouvernants s'acharner dans ces politiques d'austérité. Je ne dis pas que dans les conditions actuelles du libre-échange, on peut faire de la relance. Je veux dire, on ne peut pas faire de relance sans protectionnisme maintenant. Mais voir ces types, je veux dire, croire qu'ils font quelque chose en comprimant le budget de l'État, en supprimant des profs, en bousillant les infrastructures matérielles et intellectuelles, je veux dire, on se dit, mais est-ce que ces types sont simplement stupides ou si on n'est pas dans quelque chose qui contient un élément de folie collective? Et alors là où je termine, ensuite j'ai vraiment terminé. Parce que moi, je vous aime beaucoup, je trouve ça très intéressant. Voilà, très bien, c'est très bien, si on est soutenu, voilà. Non, et alors, vrai, il faudrait l'inviter pratiquement chaque semaine. C'est un peu mon statut ici, je m'en conviens. Mais comment dire, le truc qui m'inquiète le plus actuellement... N'en rajoutez pas. Gardez-en un peu pour tout à l'heure. Bon, je termine et puis ensuite je laisse tout le monde parler, ça sera plus simple. Je me ridiculise jusqu'au bout. Non, c'est bien. Merci. Et donc c'est qu'il y a cette espèce d'attitude d'austérité qui fabrique mécaniquement une crise, qui va augmenter la dette alors qu'on dit qu'on essaye de résoudre le problème de la dette. Et tout d'un coup, le modèle de tout le monde, le pays qu'il faut imiter, c'est l'Allemagne. Vous avez énervé Laurent Wauquiez. Voilà. Et l'Allemagne, c'est pas grave. Et là où je suis inquiet, non pas du tout comme économiste amateur, mais comme historien professionnel. L'Allemagne est un pays qui a de grandes qualités, sur lequel j'ai travaillé et auquel on doit beaucoup sur le plan du développement, mais
l'histoire ne nous a pas dit que l'Allemagne était un pays raisonnable. C'est un pays dont le génie particulier est de s'enferrer dans des erreurs et dans une obstination irrationnelle. Donc peut-être que l'Allemagne, dont on nous dit actuellement qu'elle est une sorte de modèle rationnel, est le symptôme de notre folie. Jean-Michel Six, le scénario de... Je vais être un peu plus court. Simplement, est-ce que, c'est pas possible pour d'être plus résumer long. la question, est-ce que les débiteurs, en l'occurrence les États, ont du poids sur les créanciers, en l'occurrence ceux qui leur ont prêté de l'argent? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment, on peut renverser le rapport de force? Le rapport de force, il existe. L'emprunteur est toujours le plus fort, parce que l'emprunteur a toujours la possibilité de faire défaut. C'est là qu'est la force. Est-ce qu'on est sûr de garder notre AAA en ce qui concerne l'andouillette? Excusez-moi, Moi, quand je vais chez mon banquier et que je demande de la dette, j'ai jamais eu l'impression d'être en position de force. Mais je vais vous prendre avec moi pour négocier, je pense que ça m'aidera. Mais sincèrement, quand on se pointe chez son banquier et qu'on demande de l'argent, j'ai jamais eu l'impression qu'on était en position de force. Quand on en demande, non, mais quand on en doit... Vous savez bien, vous connaissez l'histoire. Et quand on en doit, vous êtes en position de force. Quand vous devez, comme la France, 1900 milliards d'euros. J'ai pas franchement l'impression qu'on soit en position de force quand on doit de l'argent. Mais je peux me tromper. Quand on doit 1900 milliards d'euros, on se dit... Je vais y aller avec l'exemplaire du point et les propositions d'Emmanuel Todd, peut-être que ça m'aidera. Quand on doit 1900 milliards d'euros, on dort mal. Si on annonce qu'on ne les remboursera pas, c'est celui à qui on les doit qui dort mal. Oui, mais là-dessus, je voudrais juste dire une chose. Et comment on fait pour le dire raisonnement, attendez, je vais essayer de dire 3 mots, après je m'en vais, je vous promets. Juste pour dire, dans ce raisonnement qui consiste à dire, en fait, c'est pas très grave si on effaçait la dette, parce que de toute façon, elle a été souscrite par les riches. Et donc, c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas souscrire, c'est des couillons. Bon. Le seul problème, c'est que la dette publique dans les pays développés, en particulier en Europe, a augmenté de 40% depuis 2007 et elle a été essentiellement souscrite par les pays émergents, c'est-à-dire par les pays pauvres. Ces pays pauvres, pendant toutes les années 50 et 60, ils étaient colonisés. À l'époque, on se servait d'eux pour utiliser leurs matières premières, pour les piller, etc. Ensuite, ils ont été décolonisés. Mais maintenant, on se comprend, c'est leur épargne. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes financé effectivement par la Chine, par l'Indonésie, par la Thaïlande, par ces pays-là. Et ça, c'est très clair, les chiffres montrent très bien que c'est eux qui financent aujourd'hui la dette publique. Alors, vous dites, effectivement, après tout, ils ont déjà été ballots une fois, ils ont été colonisés. Ils avaient qu'à, ils seront ballots 2 fois. Cette fois-ci, on va leur dire, pour ce qui est du remboursement, non, ça, tu n'avais pas compris, ça non plus, on ne rembourse pas. Ce qui est, à mon avis, parfaitement scandaleux, parce que justement, ce n'est pas les riches qui détiennent la dette aujourd'hui, c'est premièrement les pays émergents, c'est-à-dire les pays pauvres. Le problème qu'on a de dette, c'est un problème de pays riches. On a effectivement vécu au-dessus de nos moyens en finançant une certaine croissance, une certaine forme de croissance, avec un endettement supplémentaire, qu'on a été chercher auprès des épargnants dans les pays pauvres. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un déséquilibre qui me paraît quand même tout à fait net, et c'est tout à fait incroyable de dire ensuite, tant pis. Et deuxièmement, alors l'autre chose que dit Emmanuel Todd, c'est, alors il y a effectivement les épargnants. Ah oui, mais alors, bon, ça, c'est un problème. Oui, c'est quand même un petit problème, c'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent quand même que si on efface la dette, on efface complètement leur épargne, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien. Non. Mais si, absolument. Attendez, comment voulez-vous? On ne va pas laisser raconter n'importe quoi. Je n'ai pas dit que c'était pas... C'est pour ça, je termine mon message. Non, je vous ai laissé parler. C'est que pour effacer efficacement, il faudra nationaliser les banques. Il veut nationaliser les banques, voilà. Il veut juste nationaliser les banques. Oui, mais enfin, même si vous nationalisez les banques, elles auront quand même des pertes énormes. Si vous effacez la dette, c'est les banques qui détiennent la dette, puisqu'elles utilisent l'épargne de ces messieurs-dames qui sont autour de la table pour effectivement investir en particulier dans la dette publique. Vous effacez ça, je veux dire, les banques, vous avez beau les nationaliser, elles perdront quand même de l'argent. Et qui c'est donc qui va rembourser cet argent que les banques perdent? C'est l'État. Donc on revient au schéma de 81, où on dit, finalement, les banques perdaient de l'argent et, by the way, on va vous rembourser par l'État. Et qui c'est qui va rembourser l'État? C'est les épargnants. Donc là, c'est vraiment une couillonnade générale. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment bien pour les gens, pour les Pierre-Noël imbéciles. Giraud, pour bien comprendre, en gros, ce qu'il faut, c'est raconter une histoire crédible au marché pour qu'ils continuent de nous prêter de l'argent pour qu'on puisse leur rembourser l'argent qu'on leur doit. Est-ce que l'histoire crédible, est-ce qu'elle est crédible quand on dit qu'on va rembourser alors que, visiblement, la croissance baisse? Je suis d'accord avec énormément de choses qu'a dit Emmanuel Todd, dont j'admire la dépendance d'esprit et la profondeur des analyses. Mais, alors je vais un peu prendre le contre-pied, mais le véritable problème de la dette européenne,
c'est qu'il n'y a pas de gouvernement européen. Tout le monde le sait. Les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous et n'ont pas de problème majeur. Le Japon est encore plus endetté que nous, mais comme il est endetté auprès des Japonais, des petits épargnants japonais, ça ne pose aucun problème. Et nous payons des taux de plus en plus élevés pour nous refinancer parce que les investisseurs n'ont pas confiance dans la gouvernance de l'euro. Bon. Donc la véritable question, c'est l'euro. La véritable question, c'est l'euro. Et la véritable question de l'euro, c'est l'Allemagne. On retrouve l'Allemagne. Si l'Allemagne veut sortir de l'euro, on n'aura plus d'euro, on n'aura plus d'Europe. Or, là encore, avec un tout petit peu de profondeur historique, on remarquera que l'Allemagne est une puissance qui a par deux fois essayé d'hégémoniser l'ensemble de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, et qui par deux fois a échoué grâce à l'aide de nos amis américains en particulier. Et qui donc, à partir de ce moment-là, doit choisir entre l'Ouest et l'Est. Il n'est pas du tout exclu, à mon avis, que l'Allemagne puisse se décider à choisir l'Est, c'est-à-dire à faire de l'ensemble de l'Europe de l'Est, finalement, ses colonies économiques, et de s'adosser à la Russie, et ainsi, finalement, de faire pièce aux États-Unis qui l'ont deux fois battu en devenant, en duopole, une grande puissance mondiale. Mais si ce n'est pas le cas, alors il faudra construire autre chose avec l'Allemagne et un espèce d'euro restreint à des pays très proches les uns des autres. Parce que savez-vous qu'aux États-Unis, si la moyenne des États-Unis en PIB par habitant c'est 100, l'État le plus pauvre des États-Unis c'est 80. L'État le plus riche des États-Unis c'est 120. En France, les écarts à l'intérieur de l'Europe sont 3 à 4 fois plus élevés que ça. Et ce n'est pas avec la monnaie unique que nous allons pouvoir faire converger ça. Il faut absolument, si on veut sauver l'euro, c'est-à-dire si l'Allemagne ne choisit pas de devenir une puissance continentale, ce qui est une de ses tentations depuis 2 siècles, alors il faudra le resserrer et avoir avec une autre périphérie des accords spécifiques de type serpent monétaire européen. Donc je fais exprès d'être, mon cher Emmanuel, vous avez été radical, je suis plus réformiste. Je veux simplement dire ceci. Quant aux agences de notation, on peut les inverser aussi. Hein. Quant aux agences de notation, elles sont dans la situation quantité parfaitement négligeable. Les agences de notation, certains leur prêtent la capacité à prévoir l'avenir. En fait, ce sont des astrologues. Bon, mais le problème, c'est que si tout le monde croit à l'astrologie, alors l'astrologie devient vraie. C'est ça le vrai problème des agences de notation. C'est qu'on s'imagine qu'elles sont plus capables que les autres professionnels de prévoir l'avenir dans un domaine où ce qui fait l'avenir, c'est ce que pensent les gens que l'avenir sera. Qui dit qu'on prévoit l'avenir ? Vous ne le dites pas, Jean-Michel Vous Six êtes pris comme ça. Quand vous dites « je dégrade la note de tel pays », vous prévoyez que ce pays va avoir des difficultés pour faire rembourser sa dette parce que la politique budgétaire qu'il annonce soit vous paraît insuffisante, soit vous paraît pas crédible. Ce qu'il faut pour être bien noté... Le seul mot avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est annonce. La différence, c'est qui fait. C'est-à-dire, quand on dégrade à un moment donné une note, c'est sur la base de ce que fait un gouvernement dans un pays au moment où on parle. Et ce qu'il prévoit de faire concrètement, mesures mises en place, lois adoptées. Sur la base, on ne fait pas de prévision sur ce soyez honnête qu'un gouvernement va faire. Vous jugez sur la base de ce qu'ils font, vous jugez ce qui va advenir. Parce que ce qui vous intéresse et ce qui intéresse les gens qui vous payent pour les noter, c'est que vous disiez s'ils vont être solvables. Donc vous parlez de l'avenir. C'est dans vos attributions. Vous préparez, vous, en tant que chef économiste pour l'Europe de Standard & Poor's, vous préparez les scénarios qui vont être étudiés en disant c'est ça qui risque de se produire. On regarde les conditions économiques, évidemment, voilà. Ça c'est normal. Mais encore une fois, on ne fait pas des plans sur la comète. Par exemple, si vous prenez le gouvernement italien, pour prendre un exemple très précis, très concret, il y a eu quelques changements. Eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas prévu ce qu'il allait faire. On a constaté qu'il ne faisait rien. C'est tout. Et qu'il disait sans arrêt qu'il allait faire quelque chose, et justement, il ne faisait rien. Oui, mais, mais tout le monde le constatait qu'il ne faisait rien. Oui, mais attendez, on ne peut pas nous reprocher à la fois de dire la même chose que tout le monde, et en même temps d'opinion. Je viens de comprendre comment fonctionne cette émission. Tous les 6 ont fait tapisserie. Il y a 3 personnes qui arrivent, qui parlent entre elles. Il suffit de me faire un petit geste. Elles vont ressortir. Non, les experts n'existent pas. Il n'y a pas d'experts. Vous êtes là pendant toute l'émission. Non, mais je me demande si on n'aurait pas dû mettre ça à 1h moins le quart du matin. C'est quand même très technique. C'est très technique. Alors, je vous propose un truc beaucoup moins technique, puisqu'il en est question. Je crois que. En fait, on est quand même en train de parler de la baisse du niveau de vie de la population. Donc c'est un peu technique, mais ça touche. Alors, je vous propose un autre exemple. On a proposé de faire un emprunt, c'est-à-dire d'emprunter auprès, et on pourrait le faire éventuellement auprès des Français qui ont beaucoup d'économies. On pourrait leur demander de rembourser la dette
Ce sont les Italiens qui commencent à le faire, Jean-Michel Six. Ils veulent essayer de rembourser la dette italienne, les petits épargnants italiens. En Belgique aussi, ils ont lancé un emprunt. C'est Fernandel dans François Ier qui expliquait comment on fait quand les caisses sont vides. Pour, regardez, regardons Fernandel dans François Ier. Moins technique. Les coffres de mon beau cousin Henri sont complètement vides. Eh bien, un impôt nouveau, et les voilà pleins. Un impôt? Ah non, pas d'impôt. Le peuple a assez d'impôts à payer comme ça. Eh bien, alors pas d'impôt, mais que diriez-vous d'un joli petit emprunt d'État? Un emprunt d'État, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous ne savez pas ce que c'est qu'un emprunt d'État? Vous non plus? Vous êtes en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bien simple, n'est-ce pas? Le roi n'a plus d'argent, mais ses sujets ont quelques économies. Le roi emprunte les économies de ses sujets. Voilà. Mais quand on emprunte, il faut donner des garanties, des gages. Mais le roi donne en garantie sa parole. Et comme gage, le trésor de l'État. Puisque le trésor est vide. Mais votre majesté, il ne l'est plus, puisque l'emprunt vient de le remplir. Par Saint-Georges, mais c'est la vérité. Mais le peuple n'apporte pas ses économies sans rien exiger en échange. Oh, évidemment, on lui paye l'intérêt de son argent. Mettons à 5% l'an. Mais avec quoi lui paye-t-on cet intérêt au peuple? Et avec l'argent qu'il vient d'apporter, voyons, sire. Et quand l'argent est dépensé? C'est bien simple, on fait un nouvel emprunt. C'est magnifique. Quel génie! Moins technique, là, très clair. Ça n'a pas changé. Il y avait Fernandel qui gouvernait. Aujourd'hui, on a De Funès. Finalement, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'il propose là, on pourrait le faire, Laurent Wauquiez. Ouais, enfin, il y a un tout petit sujet quand même qui me gêne. Hein, on parle de la dette. Très bien, d'accord. Donc, vous avez une baguette magique, on va s'effacer notre dette, on va la restructurer, parfait. Le petit renégocier. Voilà, le petit épargnant qui a son compte en banque, les restructurer aussi, tout ça va très bien pour le meilleur des mondes. Et puis, il reste ensuite la nouvelle dette qu'on va faire. Ce qu'on voit d'ailleurs très bien, de façon très humoristique, la suite. C'est-à-dire très bien, et la dette qu'on est en train de préparer. Mais il y a quand même un point qui est intéressant quand on fait un peu de profondeur historique. C'est qu'on est à un moment qui, effectivement, est vraiment historique. C'est-à-dire qu'on a été une génération formidable. Non seulement on a totalement vidé l'argent qui avait été mis en place par la génération précédente, mais en plus, on laisse à nos enfants des dettes abyssales. Et ce qui d'ailleurs renvoie au débat qu'on avait eu au début, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'offrir comme perspective à notre cher candidat à la présidentielle de 22 ans qui était là, juste avant vous, c'est de lui dire, ben voilà, tu vas gérer ce que nous, on n'a pas géré. Et c'est là où j'ai une vraie quand même divergence, c'est que ce qui consiste à dire, vous inquiétez pas, dépensez beaucoup plus que ce que vous faites, laissez tous vos déficits à vos enfants, pillez les ressources qui ont été mises de côté par vos prédécesseurs, et tout ira pour le meilleur des mondes, les autres paieront pour vous, et nous, on va effacer tout ça d'un grand coup de baguette magique. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même la meilleure façon de le gérer. Et finalement, cette présentation très humoristique et un peu cocassière montre que tout ceci est quand même pas tellement sérieux. Ce qui me gêne en tant que profane, je ne suis pas du tout spécialiste, c'est que j'ai l'impression, comme par hasard, qu'on est en train de dramatiser la situation à 5 mois d'une présidentielle. Et qu'on nous présente un peu Sarkozy et Angela Merkel comme les sauveurs de l'euro et de l'Europe. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a depuis un certain temps une certaine arrogance. Moi, ce n'est pas du tout l'idée que j'avais de l'Europe. Cette Europe des deux, tout d'un coup, l'Allemagne et la France, la façon, par exemple, dont on a traité Papandréou en le faisant poireauter, etc. Je trouvais qu'il y avait une véritable arrogance, surtout de la part de gens, surtout de la part de gens comme nous. On a vu le déficit qu'on a, aucune leçon à donner. Je trouvais que tout ça avait été, qu'on a traité les Grecs avec beaucoup de mépris. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Il me semble pas que l'Europe entière soit calée sur l'élection présidentielle française. La crise, elle est au-delà de la France. Je dis le traitement qu'on nous donne à nous. Quand tu allumes ta télévision, on a vraiment l'impression que ça va être l'apocalypse. C'est que le seul qui peut sauver l'histoire, c'est Nicolas Sarkozy. L'euro est en train de se passer la gueule. Il y a un vrai risque. En 1929, puisqu'on faisait un peu de profondeur historique, tout le monde n'était là. Disons-le. Personne n'était là. Ni moi, ni vous, personne. Si. Sauf qu'en 1929, quand ça s'est déroulé, tout le monde avait l'impression que tout ça était tranquille. Et la France vivait très sereinement en se disant pas de souci. Et on s'est enfoncé dans une sinistrose pour 10 ans, faute d'avoir su prendre les bonnes décisions. Donc moi, je dis juste, j'ai une petite méfiance par rapport au côté. Non, mais les décisions qui ont été prises, c'est à hurler de rire. Parce que les décisions qui ont rendu la crise de 29 dramatique, c'est des politiques d'austérité comme celles
qu'est en train de faire le gouvernement français, allemand, etc. Et c'est des Ce politiques qui est stupéfiant. Non, pas du tout, pas du tout. C'est des C'est politiques. C'était pas 1929 ce qui a tué. L'essentiel. Ce qui a tué Non, et l'essentiel était la précipité ensuite dépression. l'affrontement dans la guerre. Je voudrais quand même. C'est la politique de protectionnisme. Il y avait un élément de routine dans le discours du ministre. Lequel sur les jeunes, sur lequel j'aimerais bien revenir, parce qu'il y avait cette idée, c'est associé au discours sur la dette. Donc il y a un discours, oui, nous ne pouvons pas laisser à nos enfants, j'ai pas fini, je veux dire, à nos enfants, etc. Et la vérité, ce discours qui se prétend préoccupé par les jeunes, alors que tous les arbitraires concrets, présents, actuels du gouvernement sarkozyfiant, tous les arbitrages sont faits contre les jeunes qui sont déjà vivants. Attendez, Luc Besson. Juste une toute petite réaction, parce que c'est sympathique, d'ailleurs ça vous fait sourire, vous faites un joli numéro. Sur l'enseignement supérieur, qui est, a priori c'est pour les jeunes. C'est vrai que vous êtes mon ministre de tutelle. C'est un plaisir et à la fois un gros défi. Parce qu'être votre ministre de tutelle, ça n'a pas l'air d'être une sinécure. Mais indépendamment de ça, sur l'enseignement supérieur, le seul domaine où on investit de l'argent, le seul domaine où on dit là, il faut dépenser, c'est l'enseignement supérieur. Donc, je veux bien qu'on fasse le grand numéro en disant quelle horreur, on sacrifie notre jeunesse. Ce qui sacrifie notre jeunesse, c'est de leur dire vous allez payer nos dettes. Non, voilà. l'enseignement supérieur, c'est très bien, mais la diminution du nombre des fonctionnaires et des profs, c'est la destruction de l'intelligence française dans sa masse la plus générale. On ne sauve pas un pays juste avec son enseignement supérieur. Ce qui est dramatique dans cette politique d'austérité, c'est qu'elle détruit, par exemple, l'enseignement des jeunes. Comment on peut sérieusement dire qu'on s'intéresse à l'avenir de nos enfants quand on est en train de foutre en l'air le système éducatif? Mais non, vous écoutez, je m'étrangle de rage. Ou bien on a tout foutu en l'air, ou bien on a dansé, dépensé. On a l'impression que depuis 40 ans, les Français n'ont fait que danser, dépenser, faire des folies. Mais c'est pas vrai. Ils ont équipé la France d'abord. Il y a des routes, il y a des trains. Quand vous parcourez la France, en 60. Toutes les villes ont été rénovées. Mais non, ça continue. Il y a des centres-villes magnifiques. Il y a, les agences de notation. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été à Lens, par exemple. Moi, je viens de faire un Je viens de faire un spectacle à Lens. Il y a 2 boutiques sur 3 qui sont fermées. Là, vous nous faites la... Non, mais attendez. Non, c'était en semaine. Je ne vous parle pas de la situation des gens. C'est une grosse ville totalement sinistrée. Et là, vous êtes en train de nous dire, il y a des tramways, il y a des trains, il y a des TGV, c'est merveilleux. Mais c'est n'importe quoi, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que pendant 40 ans... Laissez terminer, Christine Claire. Pendant 40 ans, on n'a pas fait que dépenser pour danser, s'amuser. Pendant 40 ans, on a équipé la France. Elle a énormément progressé. Alors que maintenant, il y a des gens dans la misère, c'est une chose. Vous ne pouvez pas nier que les villes ont embelli, qu'il y a des routes, qu'il y a des... Enfin, il y a eu des équipements formidables dont les agences de notation ne tiennent pas compte. Et ça fait partie de la richesse d'un pays. Oh, presque partout. Oui, si vous allez à Bordeaux, je suis d'accord, c'est magnifique. Non, même à Arras. Jean-Michel Six dit qu'elles en tiennent compte. Voilà. Qu'est-ce que ça serait si elles n'en tenaient pas compte? Cela dit, le fait d'annuler ou de renégocier la dette, de la diminuer, on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui en parlent aujourd'hui. Et en l'occurrence, ils font toujours allusion à certains pays sud-américains qui y sont parvenus. On pense à l'Équateur ou à l'Argentine. Regardez par exemple le cas de l'Équateur. Il est repris dans un documentaire qui a été fait par 2 jeunes Grecs. L'Argentine, c'est un cas magnifique. Vous préférez l'Argentine? 15 ans, 25% de baisse officielle. En fait, certainement beaucoup plus. Mais enfin, officiellement, 25% de baisse en 2 ans du produit intérieur brut. Un relèvement de la pauvreté absolument phénoménal. Et pendant 15 ans, ils n'ont pas pu revenir sur les marchés pour se refinancer. Donc pendant 15 ans, ils étaient complètement isolés tout seuls. Bah écoutez, regardez comment on le présentait. C'est un choix d'austérité. C'est un choix d'austérité. On les présentait sur France 3. Attendez, on parle d'austérité, on parle de plan d'austérité. La vraie austérité, c'est celle que propose Emmanuel. C'est-à-dire, on renonce à la dette. Et à ce moment-là, on renonce à tout financement extérieur. Et là, on vit dans un couvent pendant 20 ans. Frédéric aimerait lancer ce magnéto. Alors, plutôt que l'Argentine, je vous propose l'Équateur. L'Équateur. Lançons le magnéto, Frédéric, s'il vous plaît. Un petit magnéto, très court. Il est tout le temps sur Internet. Ça va calmer tout le monde, en plus. Έχοντας τα στοιχεία από την Επιτροπή, η κυβέρνηση απέδειξε ότι το χρέος είναι μη νομιμοποιημένο και ανακοίνωσε πάυση πληρωμών για το 70% του ομολογιακού χρέους του Ισημερινού. Frente a esa situación, los tenedores de la deuda ecuatoriana comenzaron a sacar sus bonos al mercado a valores muy bajos, del 20% de su valor. ¿Y qué hizo el Ecuador en forma secreta, ¿no?
El gobierno ecuatoriano comenzó a comprar, utilizó unos 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de dólares de deuda. Y fue para el caso ecuatoriano una reducción muy importante de la deuda, que permitió obviamente mejorar las condiciones de vida de la gente. Voilà, c'est un documentaire qui a été fait par 2 jeunes Grecs qui circulent sur Internet. Debtocratie. C'est curieux. C'est bien, Très mais comme curieux. Le cas de l'Équateur, Jean-Michel Six. Alors, je ne suis pas un expert sur l'Équateur. Ça, Oui, j'avoue c'est vrai, que vous êtes très le chef économiste sincèrement. sur l'Europe. Revenons à l'Europe. Oui, mais j'ai jamais prétendu l'être. Ah, merde. Franchement, revenons à je suis l'Europe. déçu. Bon, on aurait dû me le dire. Nous ne sommes pas des pays émergents. Revenons à l'Europe et à la dette, les dettes européennes. Quel est le fond de la question? Le fond de la question, c'est de savoir qui va payer. Quand on annule les dettes, on répond à cette question. Certains vont payer. Ceux qui avaient les titres de dette et qui, dont la valeur est détenue. Mais il faut bien dire qui a les titres de dette, y compris le petit épargnant. Ceux qui vont payer sont ceux qui ont les titres de dette. C'est clair, quelqu'un paye toujours. Et la vraie question, c'est qui veut-on faire payer? Parce que quand on a une crise économique, on a ce que j'appelle, moi, un mistigris. Vous savez, le jeu de cartes. La mistigris, c'est la mauvaise carte. Bon, la finance de marché actuelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est les banques qui font ça. Elles fabriquent en permanence de mauvaises cartes, mais elle les vend pour des bonnes. Les mauvaises, c'est les actifs toxiques. Voilà, par exemple, les mauvaises cartes, c'est des promesses de revenus futurs qui ne tiendront jamais leurs promesses. Hein, et la finance, c'est le commerce des promesses. Dans une bulle, le nombre des mauvaises cartes augmente. Les gens ne savent pas qu'ils les ont, les gens habiles, qui gagnent beaucoup d'argent, fabriquent les mauvaises cartes, gardent les rendements et les refilent aux autres. Et puis, il y a le crack. Le crack supprime pas mal de mauvaises cartes, mais il en reste. Il reste du mistigris. Par exemple, aujourd'hui, il est logé dans la dette grecque. La question, c'est à qui je vais refiler la mauvaise carte? Donc la question, c'est qui va payer? Le vrai débat, c'est les Grecs, les contribuables grecs, ou les contribuables allemands, ou les contribuables français, ou éventuellement quelques épargnants du tiers-monde. S'ils ont des excédents à nous prêter, c'est parce qu'ils ont des taux de change sous-évalués et qu'ils ont des excédents commerciaux à notre égard. Donc commençons par les inciter fortement à réévaluer leur monnaie de façon à rééquilibrer les échanges commerciaux. S'ils ont prêté de l'argent, si ça c'est ne de leur suffit faute. pas, c'est parce qu'ils avaient des taux de change trop bas qui faisaient que vous savez très bien que l'argent prêté par un pays est un argent d'abord gagné par le pays sous forme d'excédent de son commerce. Si les Chinois prêtent des millions et des milliards aux Américains, c'est parce qu'ils vendent aux Américains des biens qui se font payer en papier. Ils ne seront jamais remboursés. C'est les Chinois qui ont voulu ça avec la complicité des Américains. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, Stéphane pour mettre Guillon. tout le monde d'accord et passer à autre chose, enlever le 3e A de la France maintenant pour filer un petit coup de main à François Hollande et le remettre le 7 mai? Non, mais je veux dire, il y a un truc. Je veux dire, Non, moi, c'est pas mal. Très court, mais Emmanuel Todd, très court. on pourrait, je sais pas, tout d'un coup, il me vient, je dois être bon en ce moment, j'ai envie de justifier les agences de notation. Et je leur vois 2 justifications. D'abord, monsieur est très sympathique, il prend sans arrêt la défense des pauvres. Oui. Les petits épargnants, etc. Mais en fait, vous travaillez pour une boîte qui appartient. Vous travaillez pour une boîte, vous êtes un représentant local dans un pays dominé de l'oligarchie financière américaine. Et donc, je suis content de voir cet intérêt pour les pauvres. Je veux dire, c'est bien, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, l'oligarchie américaine. Une deuxième chose, quand même, plus sérieusement, je trouve que ces agences de notation font un travail utile, en ce sens qu'elles évaluent des risques et des taux d'intérêt à payer en fonction de risques. J'ai bien compris, monsieur le professeur. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Parce qu'elles sont censées et donc, faire. en fait, implicitement, elles justifient ou elles légitiment ou elles admettent la possibilité du défaut sur la dette. Dans l'idée même d'augmentation des taux, la baisse du AAA doit être prise, ou de la suppression du AAA, doit être prise comme une incitation des agences de notation à faire défaut sur la dette. Merci, monsieur. Dernier mot, juste un dernier mot, quand même. C'est quand même tout à fait surprenant d'entendre qu'il est surpris qu'on défende les pauvres. Je veux dire, c'est de la démagogie totale. Enfin, c'est pas vrai que les Chinois, les pays émergents sont quand même plus pauvres que nous et c'est bien eux qui nous ont prêté de l'argent? Oui ou non? Pierre-Noël Giraud vous a répondu. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à pas avoir le taux de change qu'ils ont. C'est à lui qu'il faut parler. Ils n'ont pas le taux de change qu'il faut et puis ils n'avaient qu'à pas nous vendre autant de trucs. Hein. Après tout, s'ils ne nous avaient pas vendu autant de trucs, ils ne seraient pas aussi pauvres. Ils ne seraient pas à pouvoir nous prêter de l'argent. Ils utiliseraient leur épargne à leur propre développement. Mais ils le font. Et non, ils le font. non, tout ce qu'ils prêtent aux Américains. Ils n'ont pas la sécurité sociale. Ils n'ont pas de plan de retraite.
Et donc, ils sont obligés d'avoir une épargne bien plus importante. Bah, mais il faut bien qu'ils le placent. Eh bien, qu'ils fassent des systèmes de sécurité sociale qui constituent une classe moyenne, dont vous êtes le défenseur. Oui, non, ça se décide pas comme ça. On ne dit pas, tiens, demain matin, je vais faire une classe moyenne. Une classe moyenne de tous les pays, unissez-vous. Plus la classe moyenne chinoise groitera... Je vous le prête, je l'ai déjà écrit, je vous le prête. Plus la classe moyenne chinoise s'enrichira, plus les Chinois se recentreront sur eux-mêmes et cesseront de nous prêter, mieux ce sera pour nous. Ils sont en train de le faire, ils n'ont pas fait ça ces dernières années. Il faut faire payer les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux. Ça pourrait être une conclusion prévisoire.